La France dans tous ses états, les perles du jour. L'arrivée du géant chinois de fast fashion Shein au BHV avait fait scandale il y a quelques mois, et bien c'est déjà fini. Oui, Shein au BHV, c'est fini, mais je me réjouis un peu de proclamer de cette nouvelle. Le grand magasin parisien a cédé à un nouvel exploitant qui met fin au partenariat avec le géant chinois et évoque une erreur stratégique. Il reconnaît sa faute. La SGM, donc la société d'exploitation cofondée par Frédéric Merlin, a annoncé ce mardi céder le fonds de commerce du BHV Marais à l'équipe dirigeante du grand magasin parisien qui a décidé de mettre fin à son partenariat décrié avec Shein. Voilà, en invoquant une erreur stratégique. La société des grands magasins qui exploitait le BHV a accepté la proposition portée par Karl-Stéphane Cottandin, ex-directeur général du BHV du groupe SGM, qui a quitté ses fonctions pour l'occasion et veut repositionner le grand magasin sur la maison. On a annoncé les deux parties à des journalistes. Voilà, écoutez, cette agence nous réjouit. Cette expérimentation était une erreur stratégique, je le redis, reconnaît 7 mois plus tard Karl-Stéphane Cottandin, pour qui Shein aura idéalement quitté le BHV Marais d'ici Noël. Enfin, ils vont quand même sévir encore quelques semaines, quelques mois. Quand on est entrepreneur, a-t-il dit, il arrive de se tromper. Quand cela arrive, il faut le reconnaître et changer de pied. A réagi de son côté le ministre des PME et du pouvoir d'achat, Serge Papin. La collaboration entre Shein et le BHV était une erreur stratégique. Donner pignon sur rue à cette plateforme qui ne respecte pas nos règles pouvait être une solution. Je salue la fin de cette collaboration, a ajouté le ministre. C'est pas faute d'avoir quand même prévenu de nous être indignés. Écoutez, on n'était pas les seuls. Mieux vaut tard que jamais. Alors bon, c'est bien de guérir alors qu'on aurait pu prévenir. J'espère surtout que ça servira de leçon au monde de la grande distribution et qu'on conclura finalement que malgré les coups de génie qu'on avait dit, c'est fort. Il y a quelques résistants qui vont encore au rayon Shein en disant on trouve des choses. Enfin voilà, que ça serve de leçon à ces gens, à ces aventuriers qui ont fait un mal fou non seulement au BHV et à l'économie française en particulier. Et puis on apprend grâce aux Parisiens, Perico, que les plantes en pot, c'est facho. Oui, écoutez, à Besançon, dans le Doubs, la nouvelle politique de fleurissement de la municipalité est colorée mais parsemée de tensions. Plusieurs personnes ont tenté ce samedi 13 juin de déplacer des plantes en pot installées récemment par la nouvelle municipalité emmenée par Ludovic Fagot, les Républicains. La municipalité a porté plainte, l'appel avait circulé ces dernières heures sur les réseaux. Un collectif de citoyens opposés à ce fleurissement à l'ancienne, voilà, appelé à se réunir à 15h sur le pont Battant, l'un des ponts du centre-ville de Besançon, pour déplacer les pots de grands palmiers en direction de l'hôtel de ville. Et le collectif continue, il se dit prêt à déplacer d'autres végétaux si la mairie n'agit pas pour que l'argent consacré à ce fleurissement soit destiné à d'autres sujets écologiques ou sociaux. La question du fleurissement était une des promesses de campagne du candidat Ludovic Fagot. Il en a multiplié le budget, passant de 50 000 à 250 000 euros. Il faut quand même verdir, voilà. Et s'il n'y a pas de terre-plein, je vois pas comment on peut faire pour fleurir une fleuve. Donc voilà, une fois de plus, on a les écologistes qui partent dans des considérations absurdes. Voilà, les pots de fleurs, ça fait partie des pots de fleurs. C'est vrai que c'est mieux de les mettre en pleine terre. Les habitants d'une ville telle que Besançon, avec la chaleur qu'il va faire, ont droit quand même d'avoir un petit peu de verdeur, c'est curieux, c'est de la végétation, mais c'est pas la bonne végétation. Faut pas qu'elle soit en pot. Enfin, voilà. Pas jamais. L'affaire des pédocriminels dans le périscolaire semble un peu dépasser le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui semblait tenir la chose en main, mais c'est pas le cas. Ouais, Emmanuel Grégoire ne sait plus trop où donner de la tête. Rétropédalage forcé ou instinct de survie, on ne sait pas. Le maire de Paris veut se protéger de toute accusation concernant la pédocriminalité dans le périscolaire. Cette semaine, au Conseil de Paris, il a mis en garde ceux qui accusent la ville de dissimuler certaines affaires. Écoutez. Que quand j'entends sur les réseaux sociaux, et je le dis, j'adresserai une plainte au pénal systématiquement, qu'il est dit et sous-entendu qu'à la ville de Paris, il puisse être recruté des pédocriminels, que des affaires puissent être dissimulées, c'est factuellement faux. Un discours qui s'est accompagné quelques heures plus tard de la relaxe d'un animateur de 47 ans jugé pour harcèlement et agression sexuelle sur 9 fillettes. Il lui était notamment reproché d'imposer des câlins forcés, de raconter des histoires mettant en scène des viols et des meurtres, ainsi que de dessiner des personnages d'adolescentes hypersexualisés. Mais bon, on fait confiance à la justice. Emmanuel Grégoire a donc plutôt mal choisi son timing, d'autant qu'en janvier, le candidat de la mairie à la mairie de Paris, déjà adjoint, disait ceci sur BFM TV. Chaque cas individuel qui remonte démontre des manquements graves de procédures mal appliquées, de manquements dans les procédures et, j'allais dire, traduit une sorte d'omerta systémique. Autre temps, autre mœurs, comme on dit. Alors, le maire de Paris s'est pris un tollé sur les réseaux sociaux. Faut dire que c'était pas fut-fut. On espère que les magistrats qui ont relaxé l'individu sont sur deux. Voilà.
Et puis 2 ans et demi après le meurtre de Thomas à Crépol, la justice a revu ses fiches concernant les mises en cause. Mais oui, très étonnant. Voilà, un compte à rebours de son réquisitoire introductif, le ministère public, le parquet, estime finalement que les mises en cause n'ont pas agi comme un groupe qui s'était préparé à sévir au bal de Crépol, lors duquel Thomas Perotto avait été mortellement poignardé. Vous vous souvenez, c'était le 19 novembre 2023, tragédie. Et donc, 2 ans et demi après le meurtre de Thomas, dans un bal d'hiver, tout simplement, Rix, le parquet de Valence, a requis le renvoi de 11 des 14 mises en cause devant la cour d'assises des mineurs pour meurtre et tentative de meurtre sans retenir la circonstance aggravante de bande organisée. La différence, c'est que meurtre et tentative de meurtre, c'est passible de 30 ans de prison, que si à bande organisée, c'est passible de réclusion à perpétuité. Dans cette enquête fleuve où les responsabilités de chacun des mises en cause ne sont toujours pas formellement établies, puisqu'ils refusent de reconnaître, le parquet a requis le renvoi des 3 autres mises en examen pour violence volontaire. On se souvient, on rappelle, le drame de Crépol s'était noué à la fin d'une fête dans le village éponyme où le 19 novembre 2023, des jeunes de la cité de la Monnaie à Romans-sur-Isère et des rugbyman s'étaient affrontés à la sortie du bal avant que les premiers n'extirpent des couteaux de leur poche et plantent les seconds. On avait entendu, alors à vérifier, on va venir crever, on va venir vous crever les blancs. Bon, enfin voilà ce qui s'était dit. On n'arrive pas à déterminer si cela est totalement formellement établi. Lors de cette scène très confuse, plusieurs rugbymen avaient été grièvement blessés, parmi eux Thomas, 16 ans, qui était le capitaine de l'équipe de Crépol, du rugby de club de Romans-Péage, avait succombé. Voilà cette tragédie. Donc en tout cas, bon, il y a meurtre et tentative de meurtre. La bande organisée n'est pas retenue. Est-ce que c'est une décision qui est vraiment conforme au droit et à la justice, ou est-ce que c'est une décision qui intègre un petit peu des paramètres politiques? On le saura bien. Enfin, en tout cas, le malaise est jeté sur cette tragédie qui remonte il y a déjà 3 ans. Lancement, parliez d'un film. Faut pas lire tout ce qu'il y a écrit sur la fiche. Non. J'ai dit, on avait parlé du lancement du film. Oui. Sur De Gaulle. On était très enthousiastes. C'est un très beau film. Et vous en avez beaucoup parlé il y a 2 semaines, mais qui ne semble pas attiser la curiosité du grand monde. Ouais, je suis très déçue par la capacité de certains de se détourner d'un film par pur rejet idéologique, d'un côté comme de l'autre. Je parle du film De Gaulle, vous l'avez dit, qui n'a enregistré que 200 000 entrées en 2 semaines. C'est peu, surtout vu le budget colossal. On le rappelle, plus de 80 millions d'euros. Un budget énorme pour un film magistral, mais ça, seuls ceux qui l'ont vu le savent. Et pourquoi certains refusent d'y aller? Tout simplement parce que Simon Abkarian, celui qui incarne le général de Gaulle, a déclaré il y a 2 semaines qu'il ne voterait jamais à droite. Une sortie inutile et contre-productive. Mais bon, ça suffit effectivement à indigner une partie de la droite. Et à gauche, ce qu'on reproche au film de Gaulle, c'est le côté trop patriotique. Bah oui, de Gaulle, la France, les drapeaux, tout ça. Voilà, donc je peux que vous exhorter à lutter contre vos fausses excuses parce que, je le répète, ce film est immense, immanquable et tout le monde doit le montrer à ses enfants, à ses proches, au même titre que L'Abandon sur Samuel Paty. Ce sont des films existentiels. C'est un document historique, je n'en doute pas. Et effectivement, la polémique s'installe alors qu'il n'y a pas sujet. Alors, comme c'est un film évidemment qui met en valeur le général de Gaulle, les valeurs du patriotisme, la République, peut-être que voilà. Là, on parle en fait, c'est en 2 volets. Le premier volet est vraiment consacré au général de Gaulle pendant la guerre, donc c'est même pas politique. Que Simon Abkarian ne soit pas soupçonné, qu'il va être accusé d'être proche du RN, puis on s'en ou de la fout, droite, quoi. vous voyez. Et par contre, la gauche se jette dessus en disant oui, sortir le film sur De Gaulle aujourd'hui, c'est encore stigmatisé, bien entendu. Mais imaginez si on arrêtait de voir tous les films dont les acteurs ont parlé politique, se sont engagés d'une manière ou d'une autre, mais on verrait plus aucun film, quoi. Exactement. Espérons, voilà, souhaitons grand succès et souhaitons que la diffusion du 2e volet redonne à ce film le succès qu'il mérite. Et puis le Parlement européen a adopté hier une loi qui va rendre justice au steak haché. Oui, la formule steak végétal est interdite. Les hamburgers veggie et saucisses végétales pourront toutefois garder leur nom à ce stade, selon ce texte, qui avait fait l'objet d'un compromis en mars entre les eurodéputés et les États membres. Donc, le Parlement européen a adopté mardi une loi interdisant, entre autres, la dénomination steak végétal, ce qu'on comprend très bien. Un steak, c'est de la viande, c'est pas du végétal, au nom de la protection des éleveurs, tout en autorisant les saucisses et burgers végétariens.
Le texte, âprement discuté, avait fait l'objet d'un compromis en mars entre les députés, je vous le disais, alors que les alternatives végétales sont en plein essor, notamment en Allemagne, le plus vaste marché européen en la matière. Il faut appeler un chat et ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Évidemment que la filière viande, c'est normal qu'elle s'indigne du fait qu'on met le steak végétal. La végétation, c'est la végétation. On respecte les végétariens, on respecte les véganes, et en bon voltairien, on donnerait notre vie pour qu'ils puissent continuer à manger de l'herbe, à ruminer et à brouter. Mais un steak, c'est un steak, et ne jetons pas l'opprobre et surtout pas la confusion. On est très fiers de manger de la bonne viande française élevée à l'herbe, et quand on mange pas de viande, eh bien, on est peut-être, je ne sais pas, je pense qu'il manque quelque chose à notre vie. Nous sommes des omnivores, n'oublions pas Maud Koffler, et nous devons manger de tout avec modération, proprement, rien de trop. Voilà, mais la bonne viande française, elle sera toujours protégée. Un steak, c'est un steak. La canicule frappe le territoire français. Parmi les premières victimes, les agriculteurs. Si vous êtes vous-même concerné, si vous êtes agriculteur, éleveur, exploitant, appelez-nous, témoignez au 0826 300 300. À tout de suite sur